Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai fait la connerie de rendre service à un ami. Tu sais que je suis copain avec Sarko, que j'ai rencontré à Cuba. Ouais. Et il y a quelques années, il m'a demandé de... Il est très correct, c'est un mec très poli. Et il m'a demandé d'aller lui chercher 2-3 mallettes. Ouais. Et on m'explique que c'est interdit. Bon, ah merde. Des gens très corrects à Nanterre, ils m'ont laissé dormir à la maison et j'y retourne après, quoi. Donc, dépêchons-nous. Ah, je l'adore. Je l'adore. C'est le warm-up. Ça va, Didier? Ça va. Il est pas sourd, hein, tu peux lui parler normalement. Hein. Ça va, Didier? Ça va? Oui, ça va. Ah, vous avez vu le film Priscilla, folle du désert, qui est sorti en France en 1995. Et aujourd'hui, c'est devenu une comédie musicale qui est sur scène à Paris. Et je vous l'offre. Pour vous faire sourire, pour vous mettre de bonne humeur, je vous offre Priscilla. Voilà! Ouh! At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never leave without you by my side. Then I spent so many nights thinking how did me wrong. And I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should have kept that stupid lock. I should have made you leave your key. If I have no for just 1 second, you'll be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. When you don't wanna try to help me take goodbye, do you think I'd crumble? Do you think I'll lay down and die? Oh, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I got all my life to live, I got all my love to give. I will survive, I will survive. Hey, hey. So you're back from outer space. I just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should have checked that stupid lock. I should have made you leave your key. I got no for just 1 second, you'll be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. When you don't wanna try to help me goodbye, do you think I'd crumble? Lay down and die, I will survive. Oh là là! Bravo! Asseyez-vous. Thierry, dis la vérité. Tu reviens du Brésil, t'as ramené des souvenirs. Alors, Priscilla, folle du désert, donc au Casino de Paris jusqu'au 7 avril. Et ensuite, du 30 mai au 7 juillet, allez-y, c'est un spectacle fantastique. Et voilà, le vol du bourdon. Le viol. Non, pas le viol, le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Alors, ça vous dépayse pas tellement, parce que vous avez joué La Cage aux Folles avec Christian Clavier, avec beaucoup de succès, donc finalement, vous êtes dans votre élément, Didier. Oui, puis c'est un ami à moi, Laurent Berthaud, qui a travaillé sur la C'est excellent, bravo en tous les cas, voilà. Alors,
Didier Bourdon. Vous êtes à Héberto, à l'affiche de la pièce Les Inséparables, mise en scène de Ladislas Cholat. Donc, avec vous, il y a Valérie Carcenti, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon et Élise Diamant. Voilà. Alors, c'est votre grand retour sur les planches, donc 10 ans après La Cage aux Folles, qui était un triomphe avec Christian Clavier. Alors, le pitch, vous êtes Gabriel Orsini, un artiste peintre d'environ 50 ans, en pleine crise existentielle, en panne d'inspiration, marié avec une femme qu'il ne supporte plus, et là, miracle. Voilà. Vous héritez d'un magnifique atelier de la part d'une femme inconnue, et en passant la porte de cet atelier, vous faites un saut dans le temps, et vous devenez votre grand-père, Samuel, banquier, qui avait acheté en fait cet atelier pour sa maîtresse, une peintre russe du nom de Sacha. Voilà. Donc c'est un pitch très intéressant. Oui, c'est beau. Puis, bien évidemment, le personnage contemporain n'est pas au courant de cette histoire-là. Ouais. Il a seulement un souvenir un peu noir de son grand-père, qui était un peu son père, son tuteur. Et il va découvrir, en fait, c'est un secret de famille, que cet homme a été complètement différent de ce qu'il était, puis qu'il a été aussi meurtri par un... On va pas tout raconter. Non, donc vous jouez les deux rôles. Valérie Carcenti joue l'amante de Samuel, donc du grand-père. Les deux histoires s'entremêlent sur scène. C'est assez bien fait, d'ailleurs. C'est vrai qu'on le ressent bien, parce que, bien évidemment, les auteurs sont aussi un petit peu malins. Ils font venir le drame au moment où il y a le plus grand bonheur, et ça mélange rire et larmes. Et à la fin, on sent bien qu'il y a beaucoup d'émotions. On regarde à quoi ça ressemble. Cette femme, cette parfaite inconnue, a décidé de léguer son atelier à ton père. J'ai trouvé ça excellent. Regarde autour de toi. Cet atelier. Le texte est très beau, il y a une profondeur. Aujourd'hui, c'est à moi. On alterne entre émotion, rire, suspense. Tous les catalogues de mes expos. Mais non. Si, elle les a tous gardés. C'est une pièce qui est très bien rythmée, bien jouée d'abord. Bon. Didier Bourdon, on trouve génial. Il était très bon dans les deux rôles. Alors, c'est comme ça que tu nous vois. Je l'ai trouvé d'une profondeur, d'une sensibilité. Plus profonde est la noirceur du voyage intérieur, plus éclatante est l'intensité du chef-d'œuvre. Valérie Carcenti, qu'on connaît sur d'autres registres, je l'ai trouvée excellente. Très piquante. Pétillante. J'accepte comme un présent à la mesure de ta démesure. Ce décor merveilleux, j'ai jamais vu ça au théâtre. Le fait que ça tourne et qu'on ait plusieurs espaces dans un seul espace finalement. Ça crée un dynamisme dans la pièce. Parfois, on a l'impression de se trouver dans un film. Tu n'es plus un peintre, tu n'as jamais été un père. Tu es creux, comme ta mère. Tu es complètement fou. Ils savent frustrer le public et ça c'est très bien, c'est très malin. Bravo. Ce ne sont que de petites perruches, tu sais. Ouais. Dans les encyclopédies, il me semble qu'on les appelle les inséparables. Voilà, Les Inséparables, au Théâtre Héberto, avec Didier Bourdon, qui est mon invité ce soir. C'est vrai, ce que dit le spectateur, c'est extrêmement cinématographique, finalement, pour une pièce de théâtre, c'est vrai? Oui, tout à fait. C'est vrai que le fait que le décor tourne, il y a des fois vraiment où on est face au public et en fait on a l'impression que la caméra a changé d'axe. Ouais. Et c'est la première pièce sur les Balkany. Hein. Deux rôles dans une même pièce, c'est quand même un cadeau pour un comédien, non? Oui, ben voilà, oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de tour de force au départ. Ça vous rappelle Les Inconnus, de faire plusieurs personnages. J'ai dans Les Inconnus, j'en faisais 30. Ah bah oui, bien sûr, c'est pas pour vous, c'est pas nouveau. Alors la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, c'était pour la reformation des Inconnus en 2014. Les Inconnus ont connu un immense succès, absolument incroyable, et aussi des déboires. Alors on va commencer par le succès. Oui, ça sera plus long. On regarde. Marie-Thérèse! Marie-Thérèse! Oui! Il y a la chambre 106 qui s'allume, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu m'as encore? Il y a la 106 qui s'allume, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu m'as encore, la chambre 106? C'est pas mon secteur. C'est qui alors? C'est le secteur de Marie-Denise. M'appelle Marie-Denise. Marie-Denise! C'est urgent là. C'est ça, mais oui, c'est ça. Marie-Denise, il y a la chambre 106 qui t'appelle sur ton secteur. Et alors, c'est quoi le problème? Ben, c'est la chambre 106, c'est pour toi. La chambre 106, c'est le chiffre pair. C'est pour toi. Et hier, moi, j'avais le chiffre pair. Cette semaine, c'est toi le chiffre pair. Et pourquoi c'est moi le chiffre pair alors? Ben, on a décidé comme ça le planning. Elle c'est un père, toi c'est père. Pour toi, ma chérie. Il y a un problème là, il y a un problème. Et la chambre 106, c'est bien le chiffre pair, c'est toi. C'est pour toi. Et pourquoi il n'a pas appelé de la journée, il est en pleine forme? Eh ben, tu vas pas le savoir. C'est pas le chiffre pair. Moi, hier, j'avais le chiffre impair, je n'ai pas discuté. Moi, j'ai toujours pris le planning, on dit, toi, c'est père et c'est un père. Bon, je prépare à manger, on va discuter parce qu'il y a un problème. On va casser une petite graine. Je prépare à discuter. Ah, c'est bien. Voilà.
Alors, évidemment, Les Inconnus, c'est culte. C'est vraiment excellent, on le voit encore là, mais il y a eu les déboires, et les déboires, ben justement, il y avait toute une presse qui vous appréciait pas, c'est-à-dire une presse un peu télérama, disons, pour aller vite, qui vous appréciait pas. Vous en avez souffert de ça? Nous, on s'en rendait pas compte, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. Ce qui fait que même les émissions de télé, maintenant, les gens nous disent « Ah, le lendemain, on parlait que de ça ». À l'époque, je demandais à monsieur Lederman, puis alors, ça a marché? Il faut voir, on ne sait pas encore. Donc, on n'était pas trop au courant. Non, après, non, c'est sur les films, oui, mais sur les films... Télérama, par exemple, avait descendu Les Trois Frères à la sortie, et un an plus tard, sur Canal+, ils avaient adoré, donc... Ouais, il faut se méfier. Bah, Télérama, c'est le journal télé des gens qui regardent pas la télé, en fait, c'est pour ça, là. Ouais, non, mais la plus belle critique, c'est le temps, c'est le temps, là. Dernièrement, j'ai croisé un mec un peu snob, d'ailleurs, dans un bureau de tabac, pour acheter des chewing-gums. Hein, oui, bien sûr. Et il m'a dit, ah, j'ai revu, là, sur C8, Les Inconnus. J'avoue qu'à l'époque, j'aimais pas trop, mais là, je trouve ça bien. Hein. Voilà, vous avez tout dit. Didier, avec tout ça, les gens ont mis beaucoup de temps à réaliser que vous étiez un grand acteur. Et je vous dis franchement, il est aussi bon dans un drame sur France 2, par exemple La Mort dans l'âme, l'histoire du père qui a tué son fils, c'est excellent. Vous faites 4 millions de téléspectateurs sur France 2. Quand vous faites des comédies, c'est alibi.com ou Garde alternée, vous êtes super marrant. Alors moi, quand je dis ça, ça n'a pas vraiment d'importance, mais quand c'est Gérard Depardieu qui le dit, ça prend un autre relief. J'ai toujours pensé que Bourdon avait quelque chose en plus. Peut-être c'est un être tragique. Il ne peut jamais être heureux dans la vie. Difficile. Voilà. Mais c'est vrai, hein, vous êtes un vrai acteur, un peu comme Michel Serrault. Michel Serrault, il pouvait faire des rôles hyper comiques, des conneries, quoi. Et Garde à vue. Genre avec Jean-Yann, et puis après, il faisait Garde à vue. Voilà, c'est un peu pareil, je trouve, avec vous. Non, vous avez un côté dark. Ah, je m'appelle Bourdon, hein. Donc... Oui, déjà. Alors, Bourdon. Ça vient d'où, ce côté dark? Est-ce que c'est le déracinement d'Algérie? Non, je crois que la mélancolie, c'est quelque chose qui est inné, hein, on l'a ou on ne l'a pas. Je dois dire que la maturité vous atténue un petit peu les choses, mais c'est vrai que j'ai toujours été soit très très joyeux, soit c'est très très... Voilà, sans prendre de substances illicites. Il y a aussi votre père, qui a trimé toute sa vie chez EDF et qui a fini par un burn-out. Est-ce que ça vous a... Il a eu un burn-out à un moment donné, mais enfin, il a eu une très très belle carrière, bien évidemment. Ouais. Non, ce qui aurait pu plus me rendre triste, c'est que en revenant d'Algérie, il a hésité entre la SACEM et EDF. Il a choisi l'EDF. Ici la voix. Oui. C'était plus con. Bon, Thierry, maintenant que Stéphane Guillon nous a grillé, autant jouer la transparence. Donc, pour l'émission de ce soir, vous devrez pleurer une première fois dans 20 secondes. D'accord. Puis à la minute 31 et à la minute 59. Il n'y a pas de problème, puisque tout le monde le sait, je pleure sur commande. Voilà. Pour en revenir à Didier Bourdon, vous avez quand même une nature qui est timide et solitaire. D'ailleurs, vous dites tous mes films racontent des histoires de solitude. C'est votre truc, quoi. Oui, c'est-à-dire que dans le comique, c'est vrai que j'aime bien le tragique. Ça, c'est sûr que même quand on dit sans patate dans Les Trois Frères, ou même le personnage de Stéphanie Monaco, quand elle pleure vraiment, et c'est ce qui fait rire les gens. Mais c'est vrai que j'aime bien le comique dans le tragique. C'est-à-dire qu'au départ, la situation est tragique, et c'est là que ça m'intéresse. C'est là où vous êtes bon, oui. Alors, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, vous avez eu des gros coups de blues, quand même, non? Oui, j'aime beaucoup la poésie, et c'est vrai que je me suis fait la réflexion depuis un bout de temps. La poésie et l'humour, c'est un peu la même chose. C'est pas Laurent Baffy qui me dira le contraire, c'est une manière d'esquiver la réalité, de ne pas se la prendre en pleine poire. Vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement solitaire. Non, solitaire, et lugubre. Non, je ne crois pas. Lugubre. Non, je vous dis, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai préparé un sampler. Je vais vous dire, ce que j'aime le plus dans cette émission, c'est passer des sampleurs. Non, mais alors, je vais vous dire, franchement, cette chanson, ça peut me résumer. Parce que c'est ce côté italien que j'adore. C'est voilà. Dit, je suis seul, mais avec une patate. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que on la remet encore. Voilà, spécial dédicace pour Agnès Jude. Voilà. Alors, donc, voilà. Et là, miracle. Eh oui, miracle. Oui, miracle. Il y a eu un miracle. Sur le tournage du film 7 ans de mariage, vous rencontrez Marie Sambra.
Alors c'est quand même marrant de rencontrer le grand amour sur un film qui parle de problèmes de couple, en fait. J'aurais pu rencontrer C'est un beau. cousin sur les 3 frères. Alors on vous voit J'aurais pu regarder le dernier de mes enfants. Voilà, ça fait quand même regardez quand même, c'est un vrai amour. C'est pas mal. Ouais. Ça fait 15 ans que ça dure. Vous avez 2 magnifiques petites filles ensemble. Le problème, c'est que les 2 petites filles pensent que le papa, c'est Pascal Légitimus. Il y en a une qui est un peu plus claire que l'autre, il y en a une qui croit que c'est Bernard. Là, c'est pas... Et puis il y a aussi, dans votre famille, il y a aussi Bambou, donc là, effectivement, Bambou est c'est... toujours là, oui. Ah ouais. Alors c'est marrant parce qu'on se demande lequel est un cocker quand on regarde. C'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour Salut les Terriens. À tout de suite. Super Terrien, Victoria Abril, Edwy Plenel, Didier Bourdon, Arnaud Ducret et Laurent Baffy. Alors, premier Terrien invité ce soir, la moustache qui fait trembler la 5e République, Edwy Plenel. Première Terrienne invitée ce soir, elle est mortelle, elle a conquis le monde entier. Elle vient d'Espagne. Non, ce n'est pas la grippe. C'est Victoria Abril. Autre Terrien invité ce soir, il a un nom qui pourrait laisser penser qu'il est déprimé. Et pourtant, il respire la joie de vivre. Didier Bourdon. Autre Terrien invité ce soir, celui que l'on présentait comme le gars de parents, mode d'emploi, et qu'on présente désormais comme le gars qu'on voit dans tous les films qui marchent, Arnaud Ducret. En P2, nous accueillerons notre Terrien du samedi soir, celui qui a fui sa terre natale, Cuba, pour régner sur les nuits parisiennes, le mythique DJ du Palace, Guy Cuevas. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag SLT. Alors juste un truc, après Salut les Terriens ce soir, je vous invite à passer un samedi soir à Pigalle. On regarde. Ce soir, je vous donne rendez-vous dans l'un des plus beaux endroits de Paris, la Noël Ève. Je déclare ouverte la 2e soirée de samedi soir à Pigalle. Avec Jeff Panaclock, Tom Villa, Elie Semoun, Tous les yeux sont braqués sur nous, putain, on n'a pas le droit à l'erreur. Franck Gastambi, Anouar Toubali, Roland McDan, Laura Lone, Thierry Ardisson, il m'a dit, je vais voir, ça va être génial. les Chevaliers du Fiel, Ça va arracher grave. Kamel le Magicien, Jonathan Lambert. Lundi soir à Pigalle, c'est toujours mieux qu'un lundi soir à Passy. Un samedi soir à Pigalle? Ah oui, c'est mieux qu'un lundi soir à Passy. Hein. Excellent. Inédit, samedi soir à Pigalle, présenté par Thierry Ardisson, ce soir à 21h sur C8. Voilà, je compte sur vous pour regarder samedi soir à Pigalle. Franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est à 21h après l'émission. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, dans Samedi soir à Pigalle, je partage l'antenne avec mon ami Tom Villa, qui est formidable. Voilà. Je suis le maître de cérémonie.
Et voilà. Et tu es très bon. Bah, c'est gentil. Voilà, n'hésitez pas ce soir, il y a Samedi soir à Pigalle, c'est à 21h sur C8, ne zappez pas. Imaginez que vous êtes en Corée du Nord et que vous avez qu'une seule chaîne, ça sera plus simple, comme ça c'est... Non mais c'est vrai. Ce soir, Thierry, 2 invités sur 4 ont joué dans les profs 2. Prof de sport, c'était Arnaud Ducret. Didier, qui était prof de maths. Voilà, on peut pousser le délire plus loin. Victoria, qui peut être prof d'espagnol. Edoui, je sais pas, ça serait le surveillant général, à la limite. Laurent, avec sa connaissance de la nature et des animaux, prof de sciences. Oui. Et vous, vu votre passé, prof de chimie. Notre première invitée, Thierry, elle a giflé un journaliste à Cannes qui avait critiqué le film dans lequel elle avait joué sans l'avoir vu. Et ce soir, elle vient pour une pièce de théâtre que j'ai adorée. Mesdames et messieurs, Victoria Abril. C'est vrai. C'est vrai. Victoria qui vient donc pour la pièce Paprika. Voilà, Paprika, c'est son nom dans la pièce. Et c'est vrai, pourquoi pas. Les gamins ont bien des prénoms de fleurs ou de fruits. Aujourd'hui, il y a des clémentines, des cerises, des marguerites, des roses. C'est obligé, à un moment, on arrive au condiment. Tu vois, donc, Paprika, je te présente moutarde à l'ancienne et celle de Guérande. Voilà, non, la suite, c'est curcuma. Curcuma ? Ouais. Alors, ce qu'il y a de bien avec Victoria Abril, c'est qu'elle est un peu bavarde. Yann Moix, à côté, c'est Bernardo. Oui, c'est vrai. En fait, c'est votre surnom dans la pièce. C'est votre surnom, Paprika. Voilà. Du coup, je vous présente concombre, la carotte, la bûche, évidemment, le kiwi, la banane, et moi, c'est le radis. Voilà. Donc, comme ça, c'est... Alors, le petit pitch de la pièce, ça raconte l'histoire d'un jeune homme de 28 ans qui sonne à votre porte et qui prétend être votre fils. Alors, bien entendu, il faut trouver le bon moment pour annoncer que t'es le fils de. Moi, par exemple, ça fait 3 ans que j'attends, il m'a toujours pas reconnu. Lunettes noires pour nuit blanche, le palace. Je sais. Octobre 88, une belle brune. Non, ça vous dit rien? Non, mais il n'y a pas de souci, on en reparlera face au juge. Moi, je suis comme Laura Smet, je me laisse pas marcher dessus. Il n'y a pas de problème. Je suis mon fils spirituel, peut-être. Thierry, notre deuxième invité, il a été inconnu, puis connu avec les inconnus, et aujourd'hui, il est déconnant sans les inconnus. C'est Didier Bourdon. C'est incroyable comment une génération a été marquée par les inconnus. C'était les pionniers. Bon, après, à leur époque, il y avait 3 chaînes, il n'y avait pas Internet, donc forcément, côté de Zitrone, t'étais marrant. Hein, mais bravo quand même, voilà. Et actuellement, il est à l'affiche de la pièce qui s'appelle Les Inséparables, un peu comme Christine Angot et le Xanas, ils sont inséparables. Et non, dans la pièce, vous héritez d'un magnifique appartement, voilà, qu'une femme que vous n'avez jamais vue, dont vous n'avez jamais entendu parler, vous a légué. Donc vous aussi, vous connaissiez Liliane Bettencourt, c'est formidable. Merde. Attention, il y a Mediapart qui va venir voir la pièce. Non mais ça, en fait, voilà, c'est une pièce en 2 temps, début contemporain et ça bascule dans les années 50, donc ça c'est bien pour le public, faut y aller, parce qu'à la moitié de la pièce, on peut se mettre à fumer dans le théâtre. Oui. Par contre, faut payer la moitié en euros et l'autre en ancien francs, ça c'est une grosse galère. Non mais Thierry, notre prochain invité, il vient chez nous 2 fois par an, un peu comme la grippe, mais en beaucoup plus sympa, sauf quand on est politique. C'est Edoui Plenel. Ah là, cette semaine, c'était la semaine d'Edoui. C'est vrai que Sarkozy en garde à vue, pour lui, c'est le dernier Star Wars avec un seau de popcorn. C'est Strike. Ah voilà, c'est sûr. Non, mais c'est... Edoui, fondateur de Mediapart, qui a fêté ses 10 ans, il n'y a pas longtemps. Voilà. Mediapart, 45 journalistes permanents, quasiment autant de pigistes. Voilà, j'ai lu qu'il fallait bosser avec une moustache. Tous les employés, même les femmes doivent avoir une moustache. Non, ça, c'est une fake news. Ok, ça, c'est terrible, les fake news, parce que tu crois que c'est une vraie info, et non, c'est une fake news. Et il y a des fois, tu crois que c'est une fake news, et non, c'est une vraie info. J'ai lu une fake news très drôle cette semaine. J'ai lu que Nicolas Sarkozy, lui, quand il fait une garde à vue, il a le droit de retourner dormir chez lui. Je sais pas qui a trouvé ça, ça doit être le Gorafi, mais vraiment, ils sont très cons. Hein. C'est fou. Allez, pour terminer, notre dernier invité, mesdames et messieurs, il a été chanteur de gospel dans une autre vie. C'est pas Edoui Plenel, parce que lui, Edoui, c'était les Village People. C'est Arnaud Ducret. Ah oui. Arnaud qui joue dans Les Dents, Pipi et Oli, voilà. Enfin, pour certaines régions de France, c'est Les Sans Dents, Pipi et Oli, ou dans d'autres, c'est Les Dents dans le verre et Pipi et Oli. Ça, c'est la suite, ça. Non, mais c'est Les Dents, Pipi et Oli, c'est la phrase, évidemment, qu'on dit aux enfants avant qu'ils se couchent, alors que les vieux, le lendemain matin, c'est remets tes dents et oh non, t'as fait Pipi et Oli. C'est pour ça. Non, mais quelle horreur. Se moquer des vieux. Non mais alors le pitch du film, voilà, vous êtes en colocation Arnaud et votre ancien colocataire trouve une nouvelle colocataire pour le remplacer et c'est Louise Bourgoin. Pas mal. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, elle arrive avec ses 2 enfants. Voilà, c'est dommage que vous soyez pas tombé sur Victoria Abril parce que ces gamins sont déjà grands et elle adore se balader à poil au cinéma.
Ah merde, allez. Tiens, juste, je me suis permis, parce que Arnaud, c'est le seul sur le plateau qui a un compte Instagram. J'ai été un peu... Moi, j'ai un compte, moi, Instagram. Ouais, mais bon. Alors, le compte Instagram, tiens, regardez, il va faire le biopic d'Edoui Plenel, c'est extraordinaire. Tiens, rendez-la moi d'ailleurs. C'est du velcro, vas-y. Alors, il y a une particularité chez Arnaud, c'est que quand il fait un excès de vitesse, il le montre à tout le monde sur son... il a 150, et il prend en photo. Il n'y a pas de souci. Mon beau-frère bosse à la gendarmerie, t'auras 2 points en C'est moins. pas moi qui conduis là. C'est pas toi? Non. Non, il n'y a pas... Grâce au si, juge. Arnaud a retrouvé le petit canard de Victoria Abril, qui a un peu grossi d'ailleurs. Il est pas mal. Et puis alors, Arnaud, l'été, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand il va dans une piscine, voilà, il prend des bouées, certains prennent un canard, une licorne. Lui, je sais pas où il a trouvé le rayon chez Carrefour. Et on va pas se mentir, regardez, la licorne, elle a quand même une drôle de gueule. Hein, tout ça, c'est sur ton Instagram. Bravo. Allez, n'oubliez pas, samedi soir à Pigalle, 21h. Bonne soirée. Merci et bravo encore. Voilà, c'était Tom Millard, mon CV. On retrouve ici la semaine prochaine. Et ce soir, à 21h, dans Samedi soir à Pigalle. Et on passe maintenant à notre invité polémique de la semaine. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Edoui Plenel, rebonsoir. Bonsoir. Ici la voix. Oui. Thierry, avant de commencer, il y a une question très touchy qui revient ici au standard. Est-ce qu'on doit dire Edoui comme dans Wagon ou Edoui comme dans Wapiti? Bon, on va lui demander alors. Edoui. Edoui Plenel, rebonsoir. Vous êtes, faut-il le rappeler, le cofondateur et le directeur du site Mediapart, le site qui utilise des méthodes fascistes, Xavier Bertrand, le site au service de la gauche, Nicolas Sarkozy, l'officine des riches amis de François Hollande, François Fillon, le site qui calomnie Jérôme Cahuzac, Arlène Désir, le site qui a inventé le journalisme de bûcher, Bruno Roger Petit, qui maintenant travaille à l'Élysée, le site d'information qui donne envie de changer de planète, Alain Finkielkraut, le site qui rompt avec la déontologie journalistique, Marine Le Pen, le site Vautour, qui entretient la maladie de la transparence, Hubert Védrine. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Voilà, mais c'est surtout le site Seul contre tous qui a sorti l'affaire de l'argent libyen de Nicolas Sarkozy. Alors, comme pour Jérôme Cahuzac, je me souviens à l'époque de Jérôme Cahuzac, vous alliez au Grand Journal et puis à Paty, vous disiez non, c'est pas vrai, non, c'est pas possible, on n'y croit pas, c'est pas vrai, non. Et donc vous étiez seul contre tous. Et là, on regarde, donc c'est le scoop du siècle, notre dossier, l'argent libyen de Sarkozy, toute l'affaire Sarkozy-Kadhafi est à retrouver sur Mediapart, qui seul l'avait révélé dès 2011-2012, preuve qu'une presse indépendante est utile et nécessaire. C'est pas juste un truc, il y a eu 60 enquêtes de Mediapart, des enquêtes de Fabrice Arfi aussi, de Karl Laske. Alors dans le livre que vous publiez chez Don Quichotte, qui s'appelle « La valeur de l'information », vous racontez une histoire de censure avec le magazine Le Point. À un moment, tout ça est en train de sortir, et il y a une attachée de presse de Sarkozy qui appelle Le Point, et Le Point appelle Edoui en disant bon, nous on va pas relayer. Et le mec dit non, si tu veux le truc, nous non, on fait pas un truc, nous non, nous on va pas en parler, non. On n'est pas Mediapart à accuser les gens sans preuve. Enfin, pour nous, tu sais, franchement, ça n'a pas plus d'importance que ça, hein. Très franchement, nous, tu vois, on joue pas ces trucs d'investigation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, il faut se battre même parfois contre d'autres médias. Ouais. Mais toutes les formules tout à l'heure, c'est trop dommage. Ouais. Au fond, nous, on est au service du public.
On apporte des informations utiles à tout le monde. L'affaire Cahuzac, l'affaire Bettencourt, l'affaire Sarkozy est évidemment la plus emblématique. Il y a une phrase que j'ai mise dans le livre qui est pour moi très importante de George Orwell, l'auteur de 1984, quand il dit « Parler de liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire aussi aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. » Alors nous, ce n'est pas des opinions, c'est faire face à des réalités, l'évasion fiscale, la corruption des politiques. Vous savez, Nicolas Sarkozy, c'est une affaire d'une ampleur immense. D'abord, ce n'est pas la seule, hein, on ne le rappelle pas assez. Il est concerné par 3 dossiers judiciaires. Il est renvoyé devant un tribunal pour financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. Il est mis en examen dans l'affaire Paul Bismuth, qui est née des écoutes libyennes pour corruption et trafic d'influence. Et comme vous le savez, dans le dossier libyen, corruption passive, ça veut dire que c'est lui qui suscite cette corruption. Il n'est pas si passif, contrairement à ce que voudrait dire l'expression. C'est aussi financement illégal de campagne électorale. C'est pas celle de 2012, c'est celle de 2007. Et puis, recel de détournement de fonds publics libyens, ce qui veut bien dire que c'est de l'argent qui venait d'une dictature. En somme, c'est simple. La dictature libyenne a corrompu une démocratie, la France, en contribuant par son argent à l'élection de celui qui sera 5 ans président de la République. Alors, c'est vrai que Sarko, financé par Kadhafi, c'est comme le ministre du budget planque son pognon en Suisse. Au début, ça a l'air d'être des fake news. On se dit, c'est pas croyable, c'est pas possible, Cahuzac, Sarkozy, etc. Et alors, le gouvernement prépare une loi sur les fake news. Vous dites, on va tuer la nouvelle qui dérange. Le gouvernement fait une loi d'opportunité, une loi de circonstance, et c'est toujours dangereux par rapport à des libertés fondamentales, hein, de se précipiter comme ça, qui est lié à ce qui s'est passé aux États-Unis, tous ces moteurs qui balançaient des fausses nouvelles, puisque c'est ce que veut dire fake news. Donc ça concerne la période électorale. Or, il se trouve qu'un des éléments clés de l'enquête libyenne, on commence nos enquêtes à l'été 2011. Notre premier article, c'est 28 juillet 2011. Et donc, on a déjà beaucoup de documents. Et finalement, on trouve, et ça arrive à ce moment-là, on le cherche pendant plusieurs mois, on trouve un document libyen dont personne ne conteste la vérité aujourd'hui. Qui a été certifié par la justice française, faut le dire. Monsieur Sarkozy nous a poursuivis pour faux usage de faux. Je souligne qu'il ne nous a jamais poursuivis en diffamation, ce qui serait les poursuites à la loyale. Hein, et on aurait amené nos preuves. Il a contourné faux usage de faux et la justice nous a donné raison. C'est évidemment, je suis directeur de publication de Mediapart. Si je publie un faux, seriez allé en prison. Si je publie un faux, mais c'est pas ça. Je ruine tout ce journal et toute sa crédibilité. Et donc, ce document, nous l'obtenons, nous le vérifions entre les 2 tours de la campagne présidentielle de 2012. Nous n'avons pas de gestion partisane du calendrier, donc nous le sortons quand c'est prêt. Dans la loi qui est prévue, il aurait été possible d'une action en référé, c'est-à-dire immédiate de M. Sarkozy, pour dire ça va influencer le scrutin, il faut taire cette nouvelle, il faut l'étouffer. Alors la ministre de la Culture entend ce que je dis, et ce que nous disons, et elle dit, mais il faudra des conditions, que ce soit repris dans des robots, etc. Mais quand vous sortez que le président, je rappelle ce que dit le document, hein, c'est un document bureaucratique libyen, fin 2006, qui dit qu'il s'engage à financer à hauteur de 50 millions d'euros la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et donc, c'est énorme. Sarkozy, lui, il dit que tout ça, c'est des mensonges. Est-ce que c'est une défense qui va pouvoir tenir longtemps ? Le débat, il n'est pas entre Mediapart et Sarkozy, il est devant les juges. Et c'est autrement sérieux. Et les juges, ils n'ont pas des mensonges, ils ont toutes sortes d'éléments recoupés. Je vais vous donner un exemple. Quand on sort notre révélation de 2012, le lendemain, le 29 avril 2012, à Vienne, en Autriche, on retrouve noyé dans le Danube l'ancien ministre du pétrole libyen, qui s'appelle Choukri Ghanem. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Comme par hasard, on a retrouvé après, dans les carnets de ce monsieur, des notes de 2007 faisant état d'une réunion organisant le versement de l'argent au clan Sarkozy. 1,5 million par là, 3 millions là, 2 millions. Au total, on sait qu'il y a une dizaine de millions qui ont à peu près été versés. Mais il y a beaucoup d'autres éléments dans ce dossier. Il y a par exemple Abdallah Senoussi, le chef des services secrets libyens, il était condamné à la réclusion à perpétuité par la France. Pourquoi ? Pour l'attentat contre le DC-10 d'UTA. 170 morts. Eh bien, dans le dossier,
Il y a qu'entre 2005 et 2007, M. Sarkozy rencontre ce monsieur dans une chambre d'hôtel. Et ce monsieur demande, via l'avocat de M. Sarkozy, qu'on arrange son dossier judiciaire. Bien sûr, tout le monde a le droit de se défendre, tout le monde est présumé innocent quand on est devant la justice, et la procédure est faite pour protéger, y compris les délinquants. M. Sarkozy a tous les droits, en tant que justiciable, de se défendre. Mais nous, journalistes, on n'est pas juges, on n'est pas magistrats. On ne met pas des soupçons sur la table, on met des faits. Ouais. Et les faits sont désormais là. Je le redis, nous n'avons subi aucune poursuite en diffamation. 60 articles, un livre de Fabrice Arfi, Karl Lasque, aucune poursuite. Alors, ce juge Tournaire, là, parce qu'on nous dit c'est un pur et dur, tout ça, c'est Edwy Plenel de la magistrature. Est-ce qu'il est contre Sarko? Est-ce qu'il en veut à Sarko? Parce que Sarkozy m'en veut. Mais il fait son travail. D'abord, ils sont 3 juges. Oui. Ils sont 3 juges. Lui est le plus connu, ils sont 3 juges. Mais je voudrais souligner une chose qui alertait sur l'état de notre démocratie. Il y a une enquête aux États-Unis, ingérence, c'est la Russie, dans un processus électoral. Procureur spécial, 60 enquêteurs. L'affaire libyenne, révélée il y a bientôt 7 ans par Mediapart, ouverture de l'information judiciaire il y a 5 ans, 2013, il y a combien de policiers? Un seul. Ah oui. Un seul. Et il n'est même pas à plein temps. Ils sont pas il doit pressés, faire d'autres dossiers. Ils sont pas pressés. C'est ça l'état de la justice anticorruption en France. C'est ça sa lenteur. Vous savez, il a fallu l'affaire Cahuzac, les révélations, l'effet de souffle de Mediapart. Tiens, pendant 4 mois, on est tout seul et tout. Finalement, le ministre du Budget est un fraudeur fiscal et met son argent dans des paradis fiscaux. Pourquoi? Pour la création du parquet financier, qui n'existait pas avant. Ici la voix. Oui. Thierry, j'ai ici à l'accueil une douzaine de costauds en imperméable qui demandent à voir Edwy Plenel. Qu'est-ce que je leur dis? Il est là, il va bien. Sarkozy en garde à vue, Sarkozy mis en examen. Quel beau cadeau d'anniversaire pour les 10 ans de Mediapart. Alors là, on voit le buffet. Voilà, c'est le premier gâteau qui a été offert aux invités. Le deuxième gâteau, voilà. Bon, mais c'est vrai qu'on n'a plus le temps de trop parler de vos moustaches maintenant avec tout ce qui se passe. Je le regrette un peu. J'avais retrouvé des photos de vous bébé. Voilà. On avait fait un travail. Qu'est-ce que tu veux? Il ressemble à Hitler. Sarkozy m'a cassé mon cou. Alors, Mediapart a 10 ans, 140 000 abonnés, 4,7 millions de visiteurs tous les mois, 2,2 millions de résultats, ce qui est énorme. Et c'est vrai qu'avec vous, les gens découvrent que, finalement, le journalisme, c'est pas seulement de poser des questions sur l'arbre de Noël de l'Élysée à Emmanuel Macron. On pense tous évidemment à Laurent Delahousse qui a dit « Voici le sapin de Noël dans la cour de l'Élysée, c'est la fin de l'année. Que voulez-vous dire aux Français, monsieur le Président ?» C'est vrai que ça, c'est du journalisme, je crois que c'est indépassable. Mais Mediapart, nous, notre seul critère, c'est simple. On peut ne pas nous aimer, ne pas aimer telle prise de position, tel débat sur Mediapart. Mais pour moi, il y a un seul critère. Citez-moi en 10 ans, une seule information qu'on ait publiée et qui se soit affairée à la fois fausse et inutile pour le débat public. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mediapart se porte très bien. Je me souviens d'Alain Minck, ce grand conseiller du CAC 40, prédisant que ça n'allait pas marcher. On regarde. La presse sur le net ne peut être que gratuite. La presse payante sur le net ne peut pas marcher. Eh oui. Et voilà, bravo. Et il y a les patrons du CAC 40 qui payent Alain Minck des fortunes pour avoir ses conseils. Hein. Ici la voix. Oui. Ce n'est pas parce que Arnaud Ducret est parmi nous que Mediapart ne doit pas parler de ses magouilles fiscales. Hein. Alors maintenant, quand même, les choses qui fâchent un peu. Il y a quand même une info que vous n'aviez pas, c'est le passé de Tariq Ramadan. Mais personne n'avait. Trouvez-moi un article qui a été publié avant notre grande enquête de 5 volets, qui était une enquête impitoyable, qui a beaucoup déplu à Tariq Ramadan. Trouvez-moi un article qui ait fait état des délits. Comment ça peut vous échapper? On cherche, et nous, attention, nous, on ne publie pas de fausses nouvelles. Donc c'est pas un bruit dans une rédaction, on dit que monsieur machin, un truc, etc. Ouais. Il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit recoupé, et surtout dans ces affaires-là. Ouais. Attention, dans ces affaires-là, ça ne peut pas être un témoignage. Non, il faut plusieurs. Que ça soit recoupé, on est d'accord. Alors, ça met en cause l'intimité profondément. Edwy, le Figaro Magazine vous a traité
d'agents d'influence de l'islam en France. Ouais. On va en parler. C'est la battle des idées. You shut me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. I don't think so, bang bang. My baby shut me down. You shut me down, bang bang. Et voilà, c'est le consultant géopolitique Alexandre Delval que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto Battle de ce soir. Que se cache-t-il derrière l'islamisme? En 2015, les assassins de Charlie Hebdo ont revendiqué leur crime au nom d'Allah. Mais la mosquée Al-Azhar en Égypte, l'une des plus hautes autorités de l'islam, a tout de suite pris ses distances. Ces actes n'ont rien à voir avec l'islam, ni avec la réalité de la religion islamique en laquelle nous croyons. Dans son livre, Alexandre Delval souligne que ce n'est pas tout à fait vrai. Le grand imam de la mosquée, Ahmed El Tayeb, est considéré comme le musulman le plus influent du monde. Or, s'il a déjà excommunié des intellectuels qui critiquaient l'islam, en revanche, il a toujours refusé d'excommunier les djihadistes de Daesh. Le problème, c'est que certains passages du Coran justifient la mort des infidèles. Et comme le Coran, c'est la parole de Dieu, impossible de s'y opposer. Pourtant, après chaque attentat, c'est toujours la même rengaine. À Londres l'an dernier, le chef de la police a même lu un message rédigé par la communauté musulmane. C'est donc un message de la communauté musulmane à la suite de l'attentat de London Bridge. Cette attaque terroriste est une attaque contre toutes les communautés et aussi la communauté musulmane. Résultat, alors que les Occidentaux sont victimes des djihadistes, les voilà accusés d'islamophobie. Du coup, le gouvernement français se sent obligé de financer des clips contre les actes anti-musulmans. Moi, tous ces musulmans, ça me fait peur. On en voit partout, c'est dingue. Bah, si on fait rien dans 20 ans, la France sera musulmane. Les actes anti-musulmans, ça commence par des mots, tous unis contre la haine. Tandis que la France joue l'apaisement, certains pays musulmans sont très conquérants. L'an dernier, le président Erdogan a carrément demandé aux émigrés turcs de faire le plus d'enfants possible pour conquérir l'Europe. J'en appelle à mes concitoyens, mes frères et sœurs qui vivent en Europe. Cet endroit où vous vivez, vous travaillez, est désormais votre patrie. Faites-y votre place. Et surtout, ne faites pas 3, mais 5 enfants. Cette semaine, 100 intellectuels ont publié une tribune dans le Figaro pour dénoncer l'islamisme qui cherche à isoler les musulmans du reste de la société. De fait, les islamistes ont déjà gagné une bataille, puisque selon un sondage IFOP pour le très sérieux Institut Montaigne, 28% des Français musulmans placent l'islam au-dessus des lois de la République. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graff. Alexandre Delval, bonsoir. Vous êtes consultant en géopolitique, professeur à l'IPAG, et votre dernier livre, La stratégie de l'intimidation, est paru aux éditions de l'Artilleur. Bienvenue parmi nous. Mardi dans le Figaro, 100 intellectuels dont Luc Ferry, Bernard Kouchner, Pascal Bruckner, Boualem Sansal ont signé un appel contre le séparatisme islamiste. Ils dénoncent la montée en France d'un islamisme qui ne dit pas son nom, sous couvert de lutte contre l'islamophobie et sous couvert de stratégie de victimisation. Ils accusent l'islamisme de créer un éclatement communautaire, somme toute un apartheid. C'est exactement ce que vous racontez dans votre livre, en fait. Cette tribune, je l'ai lue, elle est très intéressante. Elle reprend d'ailleurs mon expression, le totalitarisme islamiste, que j'avais lancé dans les années 97, et je ne suis pas le seul, d'autres l'ont fait avant moi. Donc vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Pour expliquer votre position à nos amis téléspectateurs, pour vous, les terroristes djihadistes ne sont pas des hérétiques marginaux, mais le bras armé d'une révolution islamiste qui veut soumettre le monde. C'est bien ce que vous dites. C'est donc, ça ne sert à rien de faire la guerre contre Daesh, il faut la faire contre l'islamisme institutionnel. Voilà. C'est mieux résumé que ce que j'écris moi-même, mais effectivement, toutes ces guerres impérialistes, toutes ces guerres en Irak, ou même cette volonté au départ de renverser un autre État souverain, Bachar al-Assad, tout cet impérialisme et cet interventionnisme occidental ne sert à rien, parce que quand on lit les textes des djihadistes, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent justement que l'ennemi lointain vienne les bombarder chez eux.
Ils se nourrissent de ce genre d'opérations avant d'exporter des valeurs, d'ailleurs que nous trahissons très souvent dans ces pays par des guerres, par un interventionnisme. Je pense que nos dirigeants seraient plutôt fondés à défendre ces valeurs chez nous, dans nos banlieues, où il y a des prières de rue qui sont organisées par des organisations islamistes, comme je dis dans mon livre, qui cherchent à intimider. Alors par la violence, par le meurtre, par les menaces, par la culpabilisation, il y a les coupeurs de langue, d'un côté, ceux qui nous empêchent de parler, et les coupeurs de tête, c'est les djihadistes. J'affirme qu'ils sont complices parce que dans ce livre, j'analyse tous les pôles de l'islamisme officiel international. Justement, mon cher Alexandre, avant de laisser la parole à Edwy Plenel, je voudrais parler effectivement du plus grand lobby théocratique mondial, dites-vous, l'Organisation de la coopération islamique, qui regroupe quand même 57 pays avec un objectif, c'est de contrôler, dites-vous, les communautés musulmanes, d'éviter une dé-islamisation et ensuite d'utiliser ces communautés comme vecteurs de la propagation de l'islam rigoriste. Toujours dans le soft power, vous parlez de la Ligue islamiste mondiale, 3000 mètres carrés à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Vous parlez de 75 milliards pour promouvoir le salafisme dans le monde. Et puis, il y a d'autres choses dans votre livre, mais disons, ça me suffit pour demander à Edwy Plenel, par rapport à cette idée que, finalement, au-delà des djihadistes, au-delà des attentats type Bataclan, il y a une espèce de volonté mondiale, organisée, financée, pour soumettre les populations occidentales, qui est un peu l'idée de Houellebecq dans Soumission. Vous réagissez comment? Pour vous, c'est de la parano? Tout dépend si vous parlez de certains pays ou si vous parlez de notre pays. Il y a un pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite, que nous finançons, auquel nous vendons des armes, qui est le foyer idéologique de cette vision totalitaire de l'islam. C'est l'allié de nos gouvernants. Monsieur Hollande y a été 36 fois et l'association l'Arcade, qui est les chrétiens contre la torture, mène une action, une class action, comme on dit, sur le fait que la guerre, sale guerre du Yémen est faite avec nos armes. Et là, évidemment, c'est une monarchie absolue et c'est une vision totalement absolutiste de la religion contre les libertés individuelles. En revanche, là où, évidemment, je me sépare, ça fait 30 ans que de ces menaces, de ces attentats, de ces peurs, certains le traduisent pour nous dresser les uns contre les autres ici. Et moi, je suis contre ça. Je dis une chose toute simple. Ahmed Merabet, le policier qui sacrifie sa vie au bas de Charlie Hebdo, il est musulman, pratiquant, et c'est un policier de la République française. Lassana Bathily, qui sauve les otages à l'hypercacher, il est arrivé sans papier, il vient du Mali, et il est musulman aussi. Les musulmans, y compris au Bataclan, sont dans les terrasses, à Nice, nos compatriotes. Et on va nous dire, attention, le vrai danger, c'est le musulman, là, qui est auprès de vous. Et ça, je suis contre. Et je suis c'est pas ce qu'on dit, hein. Mais c'est ce que beaucoup vous parlez des musulmans, moi je parle d'un totalitarisme islamiste. Vous dites l'islam. Vous dites l'islam. Non, absolument pas. Je parle d'un islam orthodoxe. Je parle d'un islam orthodoxe basé en Arabie Saoudite et en Égypte. Que le mec qui est en bas de Charlie Hebdo, c'est un musulman, il se fait dézinguer comme les autres. Au Bataclan, je suis musulman, je me prends des balles comme les autres, vous êtes d'accord avec ça? On rentre dans la stratégie de l'intimidation que je décris dans mon livre. Pourquoi se justifier? Mais c'est évident, vous et moi et vous. Sur ce plateau, personne n'a envie d'agresser des musulmans. Pour éviter que les gens fassent l'amalgame. Personne n'empêche les musulmans d'être musulmans en France. C'est un mythe. L'islamophobie est une arme qui permet de rétablir le délit de blasphème. Ce que je dis, c'est que les pôles de l'islamisme international, l'Arabie Saoudite, c'est les lieux saints, c'est pas n'importe quoi. El-Azhar en Égypte, c'est la plus grande université sunnite. Les pôles de l'islamisme qui ont pignon sur rue chez nous, on pourrait rajouter aussi Erdogan, le néo-ottoman Erdogan qui veut rétablir le califat en 2024. Cet homme aussi a mis le mari de sa cousine à la tête de l'islam de France. Est-ce que c'est normal que l'islam de France ait comme chef aujourd'hui Ahmed Ogras, qui est un militant historique d'Erdogan, d'un néo-ottoman totalitaire qui a un projet de conquête. Ok, Alexandre, j'ai compris. Les musulmans de France méritent mieux que quelqu'un du clan d'Erdogan. Okay. Ça fait 20 ans que M. Delval ne fait qu'une obsession. Vous êtes déjà rencontré sur ce plateau. Oui, son obsession, il n'a qu'un sujet unique. Vous le trouvez respectable, vous, M. Erdogan? Mais moi, écoutez, attendez, je parraine... Excusez-moi. La Turquie néo-ottomane vous paraît fréquentable? Excusez-moi, je parraine Turkan Ogreten, journaliste d'investigation turque. Ne faites pas l'indigné, journaliste d'investigation turque, est en prison
signé. Vous m'interrompez, je vous réponds. interrompu C'est la aussi. plus grande prison de journalistes aujourd'hui, la Turquie. Et la France, l'Europe, lui donne plein d'argent pour bloquer ceux qu'on devrait accueillir, les demandeurs de refuge. Le problème n'est pas là, c'est que je peux terminer une phrase vous assimilez Je les dis musulmans juste, à l'islam. Monsieur Critiquer Delval, l'islam, ce n'est pas Delval, critiquer les musulmans. Mais on a Non, le mais droit revenons de au débat. critiquer. Non, mais laissez-moi faire une phrase. Vous faites un amalgame inadmissible. Après, j'arrête. Vous 50 € sur le moustachu. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire que critiquer. Mais je n'ai pas dit ça. Si. Mais je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il y a des gens dont vous êtes qui depuis 20 ans n'ont qu'un agenda. La question de l'égalité, la question des droits des femmes, la question du chômage, la question des libertés. Mais oui, c'est pas leur sujet. Pas le sujet. Jamais leur sujet. C'est pas le Ils n'ont sujet. qu'un seul sujet. Dire vous n'avez qu'un problème, c'est l'islam. Vous n'avez qu'un problème, c'est les musulmans. Ils n'ont que celui-là. Oui, Eh bien, vous parlez des musulmans. On ne parle pas des musulmans, on parle de l'islamisme. Vous mélangez tout. Continuez. Vous faites la Didier. Non, je voudrais juste une chose qui est quand même assez intéressante. D'abord, sur les musulmans qui sont assassinés, c'est pas un très bon argument, parce que les nazis, ils ont tué aussi beaucoup d'Allemands. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que, je ne dirai pas les noms, mais je connais d'humoristes musulmans et musulmanes qui maintenant, dès qu'elles font un sketch, si elles vont un peu trop loin, elles ont des menaces. Ah bah oui. Et c'est Bien pas sûr. tous les musulmans. Bien sûr. Mais alors comment vous faites? Mais il y a de Aujourd'hui, nous l'intolérance. les inconnus, moi je ferai gaffe. C'est la Mais il y a Même ma femme me dit qu'il vaut mieux pas monter sur scène. Il y a une bataille. Les nazis ont tué beaucoup d'Allemands, monsieur. Donc mais- c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, la plupart des musulmans, bien évidemment, ne veulent pas la guerre ni rien. Mais il faut se méfier de ça. Mais il y a parce que- une bataille à mener contre l'intolérance partout. Ce que je voulais dire, pourquoi je parlais, je disais pas, ils tuent aussi des musulmans au sens, c'est de dire, attention, l'origine ne protège de rien dans tout ça. Et que, y compris, on le voit vu dans les terroristes, il y a des convertis. Hein, donc voilà. Dans votre livre, vous parlez d'un truc qui est assez inquiétant. Vous dites Mediapart est devenu un instrument de propagande frérot-salafiste, anti-laïque et anti-république. Edoui Plenel épouse la stratégie de l'islam politique. Bonjour. C'est un collabo, C-O-L. Collabo. Je cite l'article du Figaro, en effet. Je pense que effectivement, ceux qui facilitent l'islamisme sont l'équivalent de ceux qui facilitent d'autres totalitarismes. Donc, c'est une forme de collaboration au sens étymologique du terme. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit tout à l'heure, quand moi je parle des pôles de l'islamisme mondial et qu'on m'accuse de stigmatiser les musulmans, c'est l'illustration parfaite de la stratégie de l'intimidation des coupeurs de langue. C'est lorsque le rouge aide le vert. Vous savez que beaucoup d'anciens trotskistes et d'anciens militants d'extrême gauche voient dans l'islamisme une sorte de prolétariat, une armée de substitution qui va être un bélier contre la République. Faites-vous plaisir. Oui, je m'en prive pas. Oui. Ce que j'aime chez M. Plenel, finalement, ça m'arrange qu'il soit là. Il illustre, par son vécu, par ce qu'il emploie comme terminologie, il illustre parfaitement la stratégie de l'intimidation. J'appelle nos auditeurs à lire ce livre. Ils vont voir exactement. Il est épais comme ça, mais il intéresse. Ce qui compte, c'est pas la personne de M. Plenel, c'est l'idéologie qu'il emploie. J'appelle M. Delval et bien d'autres à lire Mediapart. Mathieu Sucre, les meilleures enquêtes respectées par tous les services de renseignement sur le terrorisme, sur sa communication, sur les services de renseignement. Mais pour Daesh, l'autopromotion, sur il est bon. etc. Bravo. Vous les trouverez sur Mediapart. Simplement, encore une fois, nous, comme journal, nous revendiquons des principes des droits de l'homme. Nous ne sommes pas du côté de l'identité. En tout cas, bravo pour l'autopromotion. Vous êtes un roi du commerce. Close, de l'identité. Vous êtes un roi. De l'identité fermée. Nous sommes pour, des relations dans le respect de chacun. Vous savez, moi je suis l'incarnation de l'identité ouverte. Alexandre Delval, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P1. Et SLT, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Rebonsoir l'éternel samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Victoria Abril, d'Edoui Plenel, de Didier Bourdon, d'Arnaud Ducret et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant à notre invité culte de la semaine. C'est toi, c'est toi. Victoria Abril, rebonsoir. Alors, comment ça va?
Thierry, Très tu veux bien. pas faire Arnaud parce qu'elle a déjà beaucoup parlé. Si on faisait Arnaud avant, Moi, ce ça serait m'arrange, hein, ce serait plus franchement, logique. Alors, j'adore votre accent, c'est un accent extraordinaire. Vous pouvez prendre n'importe quel mot du dictionnaire et le rendre sexy et langoureux. Dites-moi par exemple Imodium. Imodium. Et voilà, même Imodium. Non, ça fait 40 ans que vous êtes en France, vous n'avez pas progressé. Vous faites exprès Que je n'ai pas progressé? Alors, dis-moi, est-ce que tu as gardé cet accent parce que tu as peur qu'on ne te reconnaisse plus? Après 30 ans de vie en France, Oui. ça ne sert à rien de vouloir parler français comme 60 millions de Français. Oui, c'est vrai, tu restes Victoria Abril avec ton accent Voilà. à toi. Et comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il n'y en a qu'une, il y en a qu'une. Il y en a pas beaucoup. Ah ouais. Monsieur Lebois, Oui. est-ce que vous savez besoin que je prévoie un sous-titrage pour Victoria Abril ou c'est pas la peine? Non, ça va aller. On va se démerder, mais bon. En tous les cas, vous remettez en cause tout le système éducatif d'apprentissage des langues par l'immersion dans un pays. Non, le problème, c'est qu'une langue, si tu ne l'apprends pas avant les 10 ans, Ouais. tu garderas l'accent à vie. Toute ta vie, c'est vrai. Donc, arrêtons de faire un château en Espagne. Tu gardes l'accent. Viva España, qué belles histoires romantiques. Et viva España. Ah, ma chérie. Alors, au sujet du mouvement Balance ton port, vous avez déclaré, personne ne m'a jamais demandé de passer par une chambre pour faire un film. Je commence à me demander pourquoi. Bah oui. Bah oui. Parce qu'elle couche dans les bureaux, c'est simple. Non, mais moi aussi, parce que regardez ces photos, quand même. Ah oui. Ouais. Oui, ça, c'est Cannes. Ah, Et bonita. là. eh, bonita, muy bonita. Ouais. Oh là Mais tu sais, c'est dans les Italienne. années où il n'y avait pas le politiquement correct. Voilà, on pouvait faire tout ce qu'on Ça, voulait, c'est ouais. les Goya en Espagne. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas été tellement harcelé par les producteurs, vous? Jamais. C'est bizarre, quand Jamais, même. jamais, jamais. Après le mouvement Moi aussi, qui défend les femmes harcelées, on dit que vous allez lancer le mouvement Et moi, pour celles qui n'ont pas... celles qui n'ont pas encore été harcelées. Non, je voulais quand même rompre une lance pour les hommes. On va pas mettre maintenant tous les... On va pas faire de l'amalgame, hein, comme tout à l'heure. Oui, on ne Hein, va pas on va essentialiser, pas mettre tout. comme dirait Louis Plenel. C'est-à-dire que vous dites que les hommes ne sont pas tous des porcs, ça va trop loin. Il y a un juste milieu à trouver. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on serait sans eux? Ben voilà. Et qu'est-ce qu'on serait sans vous? Rien. Des branleurs. Alors, Victoria, vous trouvez l'époque beaucoup trop politiquement correcte. Vous dites on est à une époque où il y a des ministres qui démissionnent pour un tweet, quoi. C'est Oui, n'importe quoi. Mais c'est ouais. fou, c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le pouvoir, on ne peut plus rien dire. Vous n'êtes pas réseaux sociaux, vous. Non, non. Je refuse de vivre à travers un téléphone, au lieu de vivre Vous avez en parfaitement direct, raison. la vie. Car vous J'ai êtes- pas le temps, j'ai d'autres chats à fouetter. Et puis j'ai passé ma vie, j'ai passé plus de 30 ans à justement cacher l'endroit de mes vacances, de créer un poquito de mystère. Qu'est-ce que ça veut dire là maintenant? Je me lève, je me couche, je mange ça. Non, Mais un vous poquito avez- de mystère. Ça l'énerve, tu l'as énervé. Non, mais elle a parfaitement raison. Vous dites un truc très intelligent. Vous dites quand on est quelque part, il vaut mieux regarder que photographier. Ça, je trouve que vous avez parfaitement raison. Oui. Alors, nous y sommes. Vous êtes ici ce soir pour Paprika, donc la nouvelle pièce de Pierre Palmade Ouais. au Théâtre de la Madeleine. Alors, le pitch, Eva, c'est-à-dire vous, est la présentatrice d'une revue de striptease à Pigalle. Ménès de revues et d'hommes aussi d'ailleurs. Voilà, elle enchaîne les conquêtes. C'est une croqueuse d'hommes, hein, c'est une... Voilà. Et là, un matin, débarque chez elle un dénommé Luc, qui est joué par Jean-Baptiste Monnier, Sublime. sublime j'ai un garçon, qui a fils. 28 ans. Donc il frappe à la porte et il dit « Je suis ton fils ». Voilà. Et sous Il le... est le fils d'Eva, et Voilà. moi j'ai l'aîné. Vous dites « Je suis Paprika », donc la femme de ménage. Et je dois dire, vous êtes assez formidable dans le rôle. Là, Merci. franchement. Non, vraiment. Ay, querida. Voilà. Hop. Mais depuis quand t'as un fils, toi? Depuis 28 ans. Ou depuis 20 minutes, je ne sais pas. C'est gênant, mais le fils d'Eva. Mais quand moi je suis Paprika, la femme de ménage tyrolienne. Paprika? Oui, Clémentine, je sais, c'est une épice. C'est pas plus con que d'avoir un prénom de fruit, je te signale. Vous savez pas que les femmes de ménage avaient des femmes de ménage? Les médecins ont bien des médecins. Il faut bien que quelqu'un fasse le ménage chez moi pendant que je l'ai fait ici.
Non, mais tu réfléchis des fois. De quoi vous parlez? De qui? Je suis bête. Oh, moi je kiffe les vieilles. Vous tapez les élèves de ma mère? Ah non! Alors là, ce n'est plus de mon ressort. Ah là là, quelle journée. Voilà, Paprika de Pierre Balade avec Victoria Abril. C'est en direct sur France 2 le mardi 3 avril. Voilà. La Ah, ben, France entière pourra le voir, cette pièce qui finit le 21 avril. là, c'est vachement bien. La France 2. Alors, il y a quelqu'un qui est très bien aussi, c'est Jean-Baptiste Monnier, donc, qui est le héros des choristes. Oui. Vous savez qu'au Vatican, c'est considéré comme un film érotique, les choristes? Ah bon? Oui. Ah ouais, mais ça m'étonne pas, de toute façon. Alors, finalement, le personnage est très proche de vous, en fait. La fille qui boit, qui se tape des petits jeunes. Non, perdona. Dans ça, c'est pas bon. moi. Hein? Ah, non, c'est pas non, vous. non. Mais sinon, si cette femme se rassemble à moi, c'est parce qu'elle n'a ni Dios ni amo. Ouais. Ni Dieu ni maître. La dernière fois que vous êtes monté sur scène, c'est en 1986. Voilà, avec Nuit d'ivresse. Eh oui, avec Junio. Puis ensuite, il y a eu les films, il y a eu les enfants. Vous avez Voilà. plus fait de théâtre et on est heureux de vous revoir au théâtre. Vous êtes vraiment, vous brûlez les planches, comme on dit. Hein. Non, je voulais dire, c'est une des plus grandes actrices françaises espagnoles. Ouais. Franchement, que ce soit dans Gazon Maudit, qui est un film. Et ouais, étrangère aussi, c'est quelque chose. Ben oui, parce qu'on parlait d'accent tout à l'heure, c'est très très rare de jouer aussi bien dans une langue qui n'est pas la sienne au départ en plus. Ce charme, ce mystère. Tu sais qu'on était voisins quand on habitait dans les 20e. Ouais. Il était mon voisin. Alors moi, je peux dire un truc. Au premier étage et moi, j'ai vivais en bas. Ouais, et j'étais pas sur Instagram, mais elle était à poil au soleil. Je suis chez moi et chez moi, je fais ce que je veux. Non, mais en fait, Victoria, que ça soit pour chanter, parce que vous avez fait aussi des disques et des concerts sur scène, ou que ça soit pour jouer la comédie, vous adorez la scène, vous dites Ouais. je me prépare toute la journée pour mon rendez-vous amoureux de 21h. Voilà. Oui. Voilà. Là, vous Voilà. vous préparez, là. Là, non, là, tu m'empêches de me préparer. Mais là, je vais partir vite fait. Et effectivement, normalement, moi, je me lève à 2h de l'après-midi. Ouais. Je prends mon petit déjeuner. Je prépare ma baignoire. Et puis après, voilà, je me fais belle. Dieu me fait belle et je vais au théâtre. Je prends 2 heures au théâtre pour me maquiller, comme si j'allais me marier. Et vous dites, Et voilà, c'est comme si je me mariais tous les soirs. tous les soirs. C'est ça, et c'est pour ça que vous êtes C'est génial. excellente sur scène, parce qu'effectivement, il y a toute cette énergie. Alors, vous allez jouer Paprika seulement pendant 3 mois, Voilà. à cause de Clem, la série de TF1. On est quand même loin de Pedro Almodovar. Oui, ça n'a rien à voir. Non, parce que vous avez déclaré, Pedro Almodovar n'est pas mort, mais apparemment, je le suis pour lui. Ah non, c'est parce qu'à chaque fois, on me demande pour lui, et j'ai dû dire, non, mais moi, pour Pedro, je suis morte depuis 25 ans. que Ça je va, suis vous n'êtes venue. pas fâché? Non. Parce qu'on a beaucoup vu avec Penélope Cruz, là, quand même. Bah oui, parce qu'il a toujours des muses. Dans les années 80, c'était Carmen Maura, dans Ouais. les années 90, c'était moi, dans les années 2000, c'était Penélope. Il a toujours une muse des 30 ans. Ouais, ah oui. Ouais, c'est son truc. Et maintenant, on va faire la question sous serment. Ça fait peur. Ça fait peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Ouais. C'est ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy cette semaine. Alors, Victoria Abril, vous avez quitté l'Espagne par amour Si. au début des années 80. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Bien sûr. Vous regrettez pas d'avoir quitté l'Espagne pour venir en France? Non. J'ai quitté l'Espagne pour venir vivre mon histoire d'amour en France. Et il n'y a que l'amour depuis toutes ces années qui me fait bouger, qui me fait me réveiller, qui me donne des forces. Vous le jurez? Je le jure. On rallume, elle l'a juré, voilà. The cloud with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is me. That's entertainment. Bien. Merci d'avoir été avec nous. Je vous demande de partir parce que vous êtes sur scène ce soir. Ciao. J'ai cru qu'elle partirait jamais. Et on passe maintenant à notre terrien du samedi soir. Guy Cuevas, bonsoir. Bonsoir. Alors Guy,
À l'âge de 19 ans, après avoir fui le Cuba de Fidel Castro, vous débarquez en France, où vous allez bientôt devenir le disquaire le plus branché de Paris. La musique du palace, c'est vous. Ensuite, ce seront les affres de la solitude et les ténèbres de la cécité. Mais aujourd'hui, vous revenez pour nous raconter une époque bénie. Alors on commence, Guillermo Cuevas Carrión. Absolument. Vous êtes né le 29 août 1945 à La Havane, à Cuba. À l'époque, le dictateur Batista est encore au pouvoir. Votre père est mécanicien. Alors votre père, c'était quand même un macho taciturne, oui. Très beau. Oui. Il avait des traits indiens un peu, hein? Oui, un peu, oui. Ouais. Oui, oui. Et votre mère était blanche. Oui. Elle avait elle-même une mère française et c'est quelqu'un d'extrêmement élégant et raffiné. Mhm. À la maison, on parle pas beaucoup. Du tout. On écoute la radio, on écoute du tango, on écoute de la bossa nova, on écoute des opérettes, ce qui fait qu'effectivement, vous êtes formé très jeune à la musique. Enfant, vous êtes très solitaire, vous jouez aux dames dans votre coin. Vous aviez peur des autres? Un peu, oui. Oui, du regard des autres. D'une façon innée, je crois que j'étais né pour être seul. Je m'intéressais aux choses qui n'intéressaient pas le petit gamin de mon âge. Et à l'école, vous avez des bonnes notes, mais vous ne vous mélangez pas aux autres. Non. Vous préférez la compagnie de votre maman. Vous dites, j'étais le mari de ma mère. Absolument. C'est toujours toujours dans les jupes de votre mère. Ça m'arrangeait bien. Voilà. Autre centre d'intérêt, Guy, c'est la littérature. Vous êtes un rat de culture très très jeune. Oui. Vous commencez à écrire des nouvelles, puis vous passionnez pour Chagall, vous passionnez pour Soutine. Vous voyez les films de la Nouvelle Vague. D'ailleurs, à Cuba, vous croisez Agnès Varda, Vanessa Redgrave et son mari Tony Richardson. Donc, très bien jeune, renseigné, hein. Très jeune, vous avez été quand même attiré par la culture, quoi, par une dimension culturelle de la vie. En 1960, vous avez 15 ans. Et vous suivez les cours d'un atelier de dramaturgie, vous fondez avec des amis une maison d'édition, où vous publiez des nouvelles, et vous découvrez Édith Piaf. À l'époque, alors que la plupart de vos amis rêvent des États-Unis, rêvent de New York, vous rêvez de Paris, en fait. Ce que je voyais dans les films de la Nouvelle Vague, il y avait un cinéma exprès à La Havane qui ne projetait que tous ces films-là, Hiroshima, Mon Amour, Les Amants, Jeanne Moreau, etc. Et c'est tous ces Paris... Tous les premiers films de Truffaut avec Léo, c'est Paris gris, où tout était gris, les parapluies noirs, tout. J'avais envie des pluies, de tout ce qu'on voyait. Alors, sexuellement, vous êtes homosexuel, mais vous baisez pas beaucoup, en fait. Vous avez du tout, non, je me sentais coupable. En plus, j'habitais avec ma mère, mon père et mes deux sœurs. Et je ne découchais jamais, en plus. C'est en arrivant à Paris, on va voir ça plus tard, que... Voilà, là, c'est autre chose. Là, on en va en parler. Oui. Puis je suis devenu tout terrain, surtout. Oui. Alors, à Cuba, à l'époque, personne ne regrette le dictateur Batista, parce que Batista, c'était la corruption, la prostitution, absolument, les casinos. Donc, quand Castro arrive, évidemment, personne ne regrette ce dictateur inféodé aux gringos américains. Au début, tout le monde adore Castro, mais les choses se gâtent. Oui. D'abord, la peine de mort est rétablie, il y a des prisonniers politiques. Les traîtres, entre guillemets, sont fusillés. L'attraction, c'était de voir fusiller à la télé. Ouais. Ah ouais. Des gens condamnés par Fidel Castro, on attendait l'heure pour voir les gens fusillés. On les voyait à la télé. Ah oui, C'était une horreur. Voilà, puis il y a aussi, il faut le dire, des rafles d'homosexuels qui commencent. Je suis passé à travers. Voilà. Et là, vous décidez donc de quitter Cuba. Oui. Vous voulez devenir ce qu'on appelle, c'est très péjoratif, à l'époque on appelle ça un gusano, c'est-à-dire une larve. C'est-à-dire les gens qui quittaient le régime castriste étaient traités de larves. Mais ça ne vous gêne pas, vous avez quand même envie de partir. Oui. Et là, miracle. Vous rencontrez Fidel Castro chez sa maîtresse, Margarita, une actrice uruguayenne. Oui. Et la scène est extraordinaire. Vous êtes chez Margarita et Castro arrive avec un jambon dans un torchon, quand même. Un cadeau de Noël pour elle, oui. Oui, oui. Et il arrive, et donc vous lui parlez, vous lui dites, voilà, j'aimerais bien voyager. Et il vous dit, appelle Incarnita, elle va s'occuper de toi. Et en fait, vous avez un cousin qui bosse à l'UNESCO à Paris, qui est prêt, non pas à vous accueillir, mais
disons, à faciliter votre voyage. Et Castro accepte que vous partiez à Paris, c'est quand même extraordinaire. Et donc, début janvier 1964, vous vous envolez vers l'Europe et vous arrivez à Paris. Alors, votre cousin qui bossait à l'UNESCO... Socrate. Alors, Socrate, il n'est pas super sympa, parce qu'il vous fait poireauter 4 heures dans le bistrot boulevard Gouvion-Saint-Cyr, quand même. Oui, absolument, en bas de chez lui, oui. Mais il vous fait même pas monter chez lui, Socrate. Non, du tout. Un enfoiré, non, Quel non, non. connard. Du tout. Et en plus, il vous amène non pas chez lui, mais dans un hôtel minable. Minable, où il a payé la nuit, il m'a laissé tout seul, Ouais. moi avec tous mes doutes, je regrettais déjà presque d'être là. Je l'ai plus Ici jamais la voix. fait. Oui, oui. Rien de très important. Je voudrais juste dire à Guy que c'est normal qu'il ne me voit pas. Oui. Oui, Et je lui crois. demander pourquoi il imite l'accent de Victoria Abril. Mais je l'adore, la Victoria. Alors, à l'époque, vous partagez votre misère avec Nestor Almendros. Ça, c'était déjà plus chic. Ouais. Mais on était à la mer tous les deux. Oui, d'accord. Bien sûr. Et vous deviendrez ce que vous êtes devenu, mais lui deviendra le directeur photo de Truffaut, de Romer, de Barbet César, Schroeder. Oscar. Ah oui, évidemment, c'est un type extraordinaire. Et alors, pour survivre à l'époque, vous faites des petits boulots, vous êtes agent de voyage, vous êtes manutentionnaire au printemps, vous passez l'aspirateur au BHV. Je ne savais pas passer l'aspirateur. Alors, tout va changer lorsque vous rencontrez Sévéro Sarduy, donc, qui était éditeur aux éditions du Seuil, et il vous trouve un job, vous mettez les livres dans les cartons aux éditions du Seuil pour les envoyer aux libraires. Oui. Voilà, c'est votre Absolument. premier boulot dans l'édition. Absolument. Et là, vous rencontrez, grâce à Sévéro Sarduy, vous rencontrez Roland Barthes, Oui. que vous faites marrer, quoi, parce qu'il est très timide, Roland Barthes. Oui. Et vous lui faites des vannes libertines, donc Oui, je il parlais rougit, cul, mais il oui. vous adore. Oui, oui. Mais c'est un dénommé Henri Guéné, le disquaire d'une boîte qui s'appelait Le Fiacre, qui va vous brancher dans le métier de DJ, de disquaire, comme on disait à l'époque. Et là, vous fréquentez le Nuage. Et alors, au début des années 70, vous devenez le bout en train du Nuage. Vous commencez à rencontrer des gens. Vous Le rencontrez... leader Massimo Gargia. Ouais. Et puis Karl Lagerfeld, et puis Kenzo, etc. Ouais. Et alors, vous créez votre style, en fait. C'est-à-dire que quand vous passez aux platines, vous commencez à imposer le style Cuevas, c'est-à-dire que vous mélangez tout. Vous mélangez aussi bien du rock, que de l'opérette, que des bruits, que des effets sonores. Vous créez le style Cuevas à ce moment-là. Oui. Et le Nuage appartenait à Gérald Nanty, qu'on a tous connu évidemment au Matisse des années plus tard, et dont on salue la mémoire. Oui, absolument. Ouais. Et après Gérald Nanty, donc c'est Fabrice Hébert, vous êtes remarqué quand même par toutes les stars de la nuit parisienne, c'est Fabrice Hébert qui vous remarque, et vous devenez DJ d'une boîte mémorable, rue Sainte-Anne, qui s'appelle le 7. Absolument. Qui est une boîte toute petite, mais où il y avait tout le monde. Là, vous croisez Françoise Sagan, Jeanne Moreau, Robert Hirsch, Francis Bacon. Saint-Laurent et Berger, bien Ouais. sûr. Et Francis Bacon était quand même bien allumé, quand même, entre l'alcool et la cocaïne. Il était comme les peintures, comme Oui. ses peintures. Il était- Amoché, point de suture, le Ouais. vieux beurre noir, puisqu'il était sadomaso, comme on sait. Et puis Guy, c'est aussi l'époque des top modèles. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même toutes les plus belles filles du monde. Toutes. Et le 1er mars 1978, il y a 40 ans, Fabrice Hébert ouvre le Palace. Oh là. Il n'est pas le bouba, je vois la vie en rose. Alors, je voudrais dire à Stéphane Guillon que je n'ai pas les larmes aux yeux. Sur commande, connard. J'ai les larmes aux yeux parce que je suis ému. Tu verras un jour, ça peut t'arriver d'être ému. Tu verras. Alors, au Palace, la terre entière s'y bouscule, évidemment. Karl Lagerfeld, Yves Saint-Laurent. Martiens aussi. Quelques martiens, Kenzo, Mick Jagger, Andy Warhol. Et ce sont vraiment les dernières fêtes que Paris a connues, parce que depuis, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de grandes fêtes à Paris. On regarde le Palace. Let's
Eh oui. C'est quand même bizarre, Thierry. C'est la dernière C'est quand même fois. bizarre qu'en voyant ces images, ça ne te procure aucune émotion. Tu Donc n'as pas de Stéphane cœur. Guillon a raison. Alors, en 1981, la fête tire à sa fin. Fabrice Emmer est malade, et non pas du sida, contrairement à ce que tout le monde raconte, mais d'un cancer de la vessie. Il commence à prendre de la coke sous l'influence d'un amant à lui. Il est ruiné, et arrive le sida. La fête est finie. C'est moi qui pleure. Et voilà, c'est la fin de l'insouciance, la fin du libertinage. Vous partez du Palace, Guy, sur un coup de tête. Oui. Sans indemnité. Non, parce que je connaissais même pas ça. Je suis un petit émigré à Paris. Ensuite, vous vous retrouvez au bain-douche. Alors, effectivement, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que les patrons du bain-douche, à l'époque, c'est pas Fabrice Emmer, mais bon, c'est quand même encore une bonne époque. C'était bien. Vous croisez Robert De Niro, Jack Nicholson, Roman Polanski. Enfin, David c'était quand même- Bowie, tout le monde, C'était très oui. sympa. Vous y resterez jusqu'en 1990. Et c'est là que nous tournerons Bain de minuit ensemble, où chaque semaine, vous faisiez une séquence qui s'appelait Le chouchou de la semaine. c'était bien. Et vous nous disiez les disques qu'il fallait écouter C'était chaque bien. semaine. On regarde. Le chouchou de la semaine. Alors, qu'est-ce que c'est cette Alors, semaine Cette semaine, Première c'est semaine. quelqu'un qui n'est pas créateur de chauffeur chez Habitat, il est cousin de Pierre Dalby. Ouais. C'est quelqu'un dont on parlera beaucoup dans quelques années, qui a beaucoup de talent, qui a une voix exceptionnelle. C'est très chouette. C'est chouette. Hein. Ouais. Qu'on pourra comparer à s'appelle comment, Prince, à Michael Jackson. Ouais. D'ailleurs, il a le look déjà, non? C'est nouveau C'est un noir, un peu Américain, délavé, c'est un comme Américain ça. ou un un peu Anglais opprimé. Il est américain, il est déserteur de l'armée. Et il habite en Angleterre. Il habite en Angleterre, il est numéro 1, il passera à Paris à la Cigale au mois d'octobre. Très bien. Et puis il est mignon, non? Il ressemble, c'est bien. il ressemble à Michael Jackson. Il est pas mal. Bon, Terence Trent D'Arby. Oui, Terence Trent, lui aussi. Délavé, pétiné, petit Il est pouce, parfait. là, il vient de voir. Et voilà, c'était les bains-douches, c'était Bain de minuit. Très bien. C'était ma première émission de télévision. Ensuite, il y aura le Niels, Ça, le c'est Barrio tellement bien. Latino. Vous perdez la vue à ce moment-là, vous commencez à... Je commence, oui. Oui. Et là, c'est le drame. Vous dites, ma vie a basculé du 3e étage au 4e sous-sol. Oui. C'est le plombier du Barrio Latino qui vous dégote un meublé en banlieue à Thiers, dans le Val-de-Marne. Alors Thiers, c'est vrai que c'est terrible parce que Thiers, c'est une ville qui est célèbre pour son cimetière. Eh ben, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Vous allez quand même y rester 14 ans, Guy. Oui, 14 ans. 14 ans dans un petit appartement, tout seul. Vous écrivez à tout le monde. Personne ne vous répond. Je ne donnerai pas la liste, par délicatesse, de gens qui m'ont même pas daigné me répondre, que je côtoyais d'avant. Et voilà, passons à autre chose. Ouais. Là, c'est la dépression. Ah oui, un peu, oui. Surtout qu'en plus, l'injustice de la canne blanche, je n'étais pas sûr de moi, j'étais abandonné, je contemplais le plafond. Et comme on ne voit pas, alors tu te mets sur le balcon et c'est très facile de se laisser aller. Ouais. Ça a commencé à mieux aller quand j'ai découvert, par hasard, comme tout dans ma vie, par un chauffeur de taxi, l'association Valentin, oui, je peux la citer, qui est la principale pour les handicapés visuels. Ça m'a un peu commencé à me redresser. Et c'est sûr, il y a Valentin, oui, puis il y a aussi Kenzo. Oui, Kenzo oui, dernièrement, c'est lui qui m'a tiré de qui l'eau. vous installe dans un studio dans le 16e arrondissement. où vous Maintenant, vivez dernièrement, actuellement. depuis un an, oui. Bravo. C'est lui qui m'a sauvé, oui. Voilà. Et après ça, bon, voilà, on dirait qu'il y a une nouvelle vie. Peut-être que c'est un tunnel que j'ai mérité, je ne sais pas. Mais depuis un an, oui, tout va bien. Tout va bien. Oui. Et Jean-Paul Goude a dit que vous portiez très bien la canne blanche. C'est vrai? Ben, j'essaye, merci. Oui, Ouais. j'essaye, en tout cas. Tu me vois souriant, ça va? Oui, vous êtes très bien. Ça se ressent. Ça fait plaisir de vous voir. Voilà, c'était la paix de SNT. On se retrouve sur Terre après la pub avec Alex Vizorek et Arnaud Ducret. A tout de suite.
Bonsoir l'éternel samedi. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous, ça va bien? Comment va cette grève? Mais très bien. Bah écoute, tu sais, France Inter, ça bosse pas les jours de grève. C'est ça. Ça me laisse le temps pour écrire des bonnes blagues pour toi. Merci. On y va. Politique française. Alors, évidemment, l'homme de la semaine, c'est lui, Nicolas Sarkozy, a été mis en garde à vue, puis mis en examen dans l'affaire du financement libyen. Sarkozy va finir par être mouillé dans plus d'affaires que Nordal Lelandais. Quant au contenu même de l'affaire, alors on a le sentiment que Mouammar Kadhafi est un homme qui a quand même beaucoup compté dans la vie de Sarkozy. Est-ce qu'on peut dire que c'est son Big Malion? Ben, je pense que oui. Alors le problème, c'est qu'on soupçonne Sarkozy d'avoir touché de l'argent de Kadhafi pour sa campagne de 2007. Bon, ben, maintenant il est mort. Alors on soupçonnait aussi quand même Sarkozy d'avoir touché de l'argent de Liliane Bettencourt pour sa campagne de 2007. Maintenant, elle est morte. Alors, bon, si ça se trouve, Johnny Hallyday avait fait un don aussi pour... Mais oui, on sait pas. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Brice Hortefeux a été interrogé le même jour dans la pièce d'à côté. Et là, je me suis dit, Sarko, il est foutu. C'est un petit peu comme si Rantanplan venait à la rescousse de Joe Dalton, non? Brice Hortefeux a été entendu sous le statut de suspect libre. Alors, suspect libre, c'est aussi le petit surnom romantique que donne Isabelle à Patrick Balkany. Et... Passons au reste de l'actualité politique. Quand Paris Match raconte le glorieux voyage des Macron en Inde, mais regardez-moi ça comme ils sont beaux. Hein, quand on les voit comme ça, on comprend pas pourquoi les cheminots ont envie de faire grève, mais... Et selon Paris Match, alors je cite la phrase, « Même les chèvres de la capitale s'inclinent sur leur passage, mais... Oh, ouais, mais nous, ça nous étonne évidemment, mais lui, Macron, il est supporter de l'Olympique de Marseille depuis qu'il est tout petit, donc voir des chèvres s'incliner, ça va pas surpris tellement. Il y a du Marseillais dans le public. Passons au Parti Socialiste. Avec le nouveau patron du PS, Olivier Faure. Pour Julien Drey, c'est une sorte de Georges Clooney de la politique. Alors, venant de la part du Danny DeVito de l'Essonne, ça doit faire plaisir. Alors, on notera que pour l'instant, personne apparemment n'a encore dit à Georges Clooney qu'il était le Olivier Faure du cinéma américain. Olivier Faure qui a déclaré cette semaine, ouvrez les guillemets, « Je m'honore d'avoir une femme qui fait des choix personnels. » Ben oui, sinon ça s'appelle une table basse, du con. Oui. Sa femme fait des choix personnels et il s'en honore. Bon, pourquoi pas. Ce qui le différencie de Gérald Darmanin qui, lui, par choix personnel, honore les femmes. Et... Ouais. Sans transition, Dominique de Villepin nous donne des nouvelles rassurantes de la santé de Jacques Chirac. Alors on va pas se mentir, quand ce sont des gens qui donnent des nouvelles de ta santé, c'est que tu vas pas super bien quand même. Mais il va mieux Chirac. Bah, depuis qu'il a appris que Sarkozy était en garde à vue, ça l'a rajeuni de 10 ans. D'un président à l'autre, dans son livre qui va sortir bientôt, François Hollande va parler de Julie Gaillet et de Valérie Trierweiler. Alors les confessions de la vie intime de François Hollande, ça doit être à peu près aussi intéressant qu'un documentaire sur la reproduction des morses, mais... Non mais... Bon, en tout cas, le truc c'est que si François Hollande doit écrire un livre sur chaque Français qu'il a baisé, ça va en faire des bouquets. Politique internationale. Russie, Vladimir Poutine, largement réélu, un 4e mandat. Alors, vous avez vu sur son visage la surprise à l'annonce des résultats. On dirait un petit peu Anne Hidalgo au moment de l'attribution des JO, alors que Paris était le seul candidat. Il y a un électeur qui a intrigué tout le monde au point que le Huffington Post se demande mais pour qui Gérard Depardieu a-t-il bien pu voter? Et on ne sait pas pour qui il a voté évidemment. Tout ce qu'on peut dire c'est que ça lui a fait tout bizarre de voir que les urnes étaient plus bourrées que lui. Bien. Bravo. Quand il y a grève à France Inter, je bosse vraiment pour vous. Écologie.
À cause du réchauffement climatique, 50% des espèces de la planète seraient menacées d'ici 2080. Et j'y ai regardé, il n'y a pas l'homme dans les espèces. Donc voilà, c'est rassurant, le réchauffement climatique va pouvoir continuer tranquillement. Cinéma... Le studio d'Harvey Weinstein a déposé son bilan. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon une banque biroute. C'est comme une banqueroute, mais quand c'est à cause de ta bite. Et... C'est mon quota de blagues raffinées de la semaine. Média encore, bonne nouvelle, parce que c'est sur notre chaîne, l'émission culte de Patrick Sabatier, Avis de recherche, revient bientôt sur C8. Ah, voilà, ils sont contents. Et puis ça démarre très très fort, hein. L'émission n'a même pas encore commencé, que la mission est accomplie. Ils ont retrouvé Patrick Sabatier. Et là, c'est déjà pas mal. Et sport à présent. L'équipe de football de Malte accuse l'Espagne d'avoir été droguée en 1983. Alors je ne sais pas ce que les Espagnols leur avaient filé, mais pour qu'ils se réveillent seulement maintenant, c'est que c'était de la toute bonne. Eh oui. C'était donc il y a 35 ans, lors d'un match que l'Espagne avait fini par gagner 12-1. 12-1, c'est plus une défaite, c'est du viol. Donc sans doute c'était du GHB. Tennis, Roland Garros 2018, le vainqueur remportera 2,2 millions d'euros. Ah ouais, c'est l'euro-million, c'est l'euro-million. Et je vais vous dire, c'est comparable parce que quand un Français joue à l'euro-million, il a une chance sur 139 839 160 de gagner le jackpot. Et c'est exactement le même nombre de chances que Tsonga de gagner Roland Garros. C'est pile. Allez, des brèves. En Afghanistan, un bébé a été appelé Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui donne envie à un parent d'appeler son fils Donald Trump? Est-ce qu'il est sorti avec le placenta sur la tête? On sait pas. Non, un bébé, c'est fripé, c'est chauve, ça porte des couches, ça dit n'importe quoi. Il fallait l'appeler Gérard Collomb. Oh. Elle est à Paris, interpellée pour avoir tagué connard avec un seul N sur une voiture de police. Ah ouais. Et je vous cache pas qu'au début, les policiers pensaient que c'était un des leurs qui avait fait le coup. Et allons dans le Nord, là, c'est le titre de la semaine. Ivre, il plante un couteau dans le dos de son ami croyant que c'était une autre pizza. Alors là, faites quand même très très attention. Je veux dire, différenciez bien votre compagne de la pizza. Et puis le couteau, non. Je veux dire, les pizzas comme les femmes, ça se mange avec les doigts. C'est la deuxième raffinée de la semaine. Oh oui. Vous avez ri avant de siffler, vous êtes des salauds. Et la dernière brève, les adeptes du joint rassemblés pour la première coupe cannabique, c'est au Mexique. Et quand je constate, Thierry, que vous n'y êtes pas, je me dis, c'est comme Karim Benzema à la Coupe du Monde, les Français prennent pas les meilleurs joueurs. Allez, la culture. Je sais que vous aimez bien. Chaque semaine, je propose une exposition à aller voir. Et cette semaine, Paris, à La Villette, est exposé depuis jeudi Will Ryman. C'est un artiste américain spécialisé dans les sculptures et les installations gigantesques. Will Ryman, c'est le fils de Robert Ryman, peintre minimaliste. On va voir une œuvre de son père, voilà. Puis une série d'œuvres de son père, voilà. On sent quand même qu'il y a une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et Will, lui, il est plutôt sculpteur. Ici, alors, on va voir une œuvre, c'est 8 mètres de long, The Bed, ça s'appelle Le Lit. Et on peut reconnaître assez facilement Michel Houellebecq en train de bosser sur son prochain livre. Il aime les personnages en papier mâché. Il y a toute une série, voilà, Emmanuel Macron qui gère son gouvernement. Ici, on a un et l'autre assez jolie œuvre d'anticipation, hein, le bureau politique des Républicains dans 5 ans. Et encore ici, alors celle-là est très très jolie, mais voilà, j'aime moins parce que, oui, on reconnaît bien Abdelaziz Bouteflika, mais le fauteuil roulant est très très mal fait. Et enfin, plus sobre, voilà, celle-ci. Elle a Giacometti un petit peu, un homme maigre qui tient son sexe, et on peut reconnaître Tariq Ramadan en pleine reconstitution. Et, il a ri quand même plein d'aile. Allez. Autre œuvre intéressante, Classroom. Ça, c'est rigolo. C'est des écoliers coulés dans divers
matériaux. Il y en a un, c'est du plomb, il y en a un, c'est du cobalt, il y en a un, c'est du graphite, et il y a plein d'autres. Voilà, des enfants de toutes les couleurs. Voilà. Faudrait pas qu'Angelina Jolie voie l'œuvre, parce que sinon elle va vouloir les adopter. Mais voilà, autre installation gigantesque, une immense main faite de capsules de bière. Et là, la question de l'œuf et la poule se pose. Je veux dire, a-t-il bu toutes les bières pour pouvoir faire la main géante, ou c'est parce qu'il avait bu toutes les bières qu'il s'est dit ça serait super de faire une main géante. Mais à la Villette, c'est des œuvres extérieures. C'est dans le jardin. À la Villette, on va voir notamment celui-ci. Voilà, une œuvre qui prouve qu'on peut être à la fois un grand artiste et un joueur assez médiocre de Tetris. Et celle-là aussi qui est très très belle, voilà, c'est Bob l'éponge, après la catastrophe de Fukushima. Et c'est jusqu'au 16 septembre. Et allez-y, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien. Bravo! Et vive la grève! Vive la grève! C'est Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et sur scène à Paris. Et en tournée dans toute la France. Et Louis Plenel, merci d'avoir été avec nous. Bravo, bravo. Didier, bravo. Merci d'avoir été avec nous. Les inséparables. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe à notre T'es au top de la semaine. Arnaud Ducré, rebonsoir. Bonsoir. Alors Arnaud, vous sortez tellement de films en ce moment que je ne sais plus pour lequel vous êtes là ce soir. Alors j'ai reçu les dossiers de presse de Les Dents, Pipi et au lit qui sort le 28 mars, Gaston Lagaffe le 4 avril, Monsieur Je sais tout le 9 mai. Alors je sais qu'avec Par en mode d'emploi, on a l'habitude de vous voir tous les jours à la télé, mais au cinéma, vous n'êtes pas obligé d'être là toutes les semaines. C'était pas prévu. Hein. Est-ce que vous essayerez pas de battre le record de Kad Merad par hasard? Kad, en fait, à un moment au César, il voulait créer une catégorie film avec Kad Merad. Parce que... Alors, il faut dire une chose, c'est que dès qu'il s'agit d'un rôle d'entraîneur de sport fêtard ou de mec sympa qui découvre la paternité, il n'y a pas photo, c'est vous. Hein, je sais pas. Il n'y a plus personne à Paris. Hein. Alors ce soir, on va parler de Les Dents, Pipi et au lit. Mais ce qui vous a fait connaître, d'abord, C'est Parents mode d'emploi, la série qui a donné beaucoup de faux espoirs à des millions de parents, en leur faisant croire qu'il y avait un mode d'emploi. Ce qu'il n'y a absolument pas. Non, vous êtes d'accord? Ah, absolument pas. En fait, c'est un peu une série qui donne envie d'être orphelin. Oh putain. C'est l'apologie de la vasectomie, quand même. Pourquoi il est resté, lui? Pourquoi il est là, lui? Alors, Fabrice Lucchini est un fan absolu, vous savez ça? Oui. C'est incroyable. Bon. Il a déclaré « Arnaud Ducré m'impressionne ». Et il vous a pas vu à poil, encore. Je suis plus jeune. Alors, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que vous avez commencé très jeune à ressentir le plaisir qu'il y a à être au centre de l'attention avec vos imitations de voitures de course. Vous avez commencé à l'âge de 7 ans, Arnaud. Ouais. J'étais tout petit, quoi. Mais mon père m'emmenait voir des courses de voitures et je m'amusais à lui faire des bruits. J'ai appris tout seul, quoi, à lui faire les sons de voiture, comme mon père adore ça. J'étais l'attraction de la famille. Vas-y. Voilà. Alors, l'avantage de ça, c'est que ça sert à rien. T'as compris pourquoi les autres se sont barrés, t'as compris? Ça sert à rien, mais ça permet de faire le con en promo. Bah voilà, exactement. Et c'est vrai qu'après Jean Dujardin, qui imite le chameau, Tarek Boudali, qui imite le dinosaure, Obispo. Arnaud Ducré, qui imite la voiture de course, et Obispo... Paul Naref. J'ai la batterie à la bouche aussi. Ouais. Ah oui, le beatbox. Oh là là. Voilà. Ah ouais. Ça, je m'en dis. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué de faire une carrière d'acteur si tu sais pas faire quelque chose de rigolo en promo. Avec ta bouche. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Alors Arnaud, vous êtes ici ce soir pour Les Dents, Pipi et au lit d'Emmanuel Gilibert avec vous et Louise Bourgoin. Alors ça sort le 28 mars en salle. Alors, le pitch. Vous êtes un célibataire endurci, vous travaillez dans la com, vous avez un super flat avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Votre coloc part à New York et vous dit « Écoute, t'inquiète pas, je vais te trouver quelqu'un. » Et il vous propose
le patron d'une agence de mannequins. Donc, a priori, c'est plutôt un rêve comme colloque, sauf que lui, ça marche pas et il est remplacé par une très jolie fille. Le problème, c'est qu'elle a 2 gosses. Et là, vous découvrez la vie de famille. Exactement. Et voilà. Voilà. Ouais, Là, le choc. c'est le drame. C'est la confrontation, le choc des deux mondes. C'est le choc. Et je vais leur parler d'ailleurs comme à des adultes, hein, pas comme à des gamins. Ouais. Donc ils vont prendre plein la tronche, mais moi aussi. C'est ça le problème. Alors, le mauvais côté, c'est que vous tapez 2 gosses. Le bon côté, c'est que la maman, c'est Louise Bourgoin, quand même. Ouais. Mais bon, les psychorrigides à mort, elle est... Ouais, c'est une bourge. Voilà, c'est une bourge. Elle s'est oubliée en tant que femme, donc elle n'est que dans l'organisation. Elle est dans les enfants et tout, elle est casse-couille. Elle est en train de divorcer en plus. Exactement. Ouais. Voilà. C'est vraiment le film qui donne envie d'avoir des enfants ou pas. C'est ça en plus. Oui, ici la voix, Thierry, vous avez dit vous vous tapez 2 gosses. Non, vous prenez en charge 2 gosses. Oui, Merci. pardon, excuse-moi. C'est bien parce que par rapport au CSA et tout. Et à Monseigneur Barbarin, surtout. Mais le film est très bien observé parce que le réalisateur, en fait, ça lui est vraiment arrivé. Ouais, c'est ça. Non, mais comme il était avec une femme qui avait 2 enfants, et il était dans la salle. Lui, c'était un gros fêtard, effectivement. Ouais. Et dans la salle de bain, il a entendu cette dame dire allez, les enfants, les dents, pipi, au lit. Et là, il a fait genre le. Et il a dit putain, c'est quoi ça? Et voilà. Et ça fait un film qui est très drôle. On regarde. Ce jour en train de danser les gars, ça va ma chérie, tout comme tout j'adore. Salut les filles. Thomas, pour sa dernière soirée dans son appart. Et à son remplaçant, grâce à qui cette colocation va être un truc de fou de ma gueule. Comment ça il vient plus? Ah ouais, t'as un plan B? Eh ben l'intérêt est encore dispo. Jeanne. Antoine? Sinon t'es célibataire? Théo, 8 ans. Une PlayStation. Et Lou, 5 ans. Maman, elle est où notre chambre? Putain, c'était quoi ça? Je vais avoir des mannequins, tu me refiles des gamins. Mais t'es malade ou quoi? T'es comment Andrew? Sauve-moi! Là, c'est la guerre, les gars. On ne sort pas de table avant d'avoir terminé son assiette. Oh, c'est trop bon. Les dents, pipi et Bibi Oli, en salle le 28 mars. Alors, Arnaud Ducré, vous êtes beau gosse? Ah si, quand même. Gentil. Il est beau gosse ou pas? Vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview Lover. Arnaud, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille? Son mec, voir s'il est plus grand. Voir s'il est plus grand que moi, si je peux y aller ou pas. Jean-Luc Lahaye regarde la carte d'identité. Est-ce que vous draguez beaucoup? Je charme. J'aime bien charmer. C'est pas pareil. C'est la base de mon métier. Est-ce qu'il vous arrive de dire ton père a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux? Je dis pas à bourrer, peut-être. Vous mettez du temps à vous préparer pour un rencard? Bien sûr. Ah ouais. Bah attends. Est-ce que vous relevez votre col comme ça quand vous avez rendez-vous avec une gonzesse? Peut-être le soir, quand il pleut, tu sais que tu veux un taxi, je te ramène. Ouais, c'est voilà. ça, ouais. Il doit être très séduisant. Vous mentez sur votre profil Tinder? Je n'ai pas de profil Tinder. Non, mais par contre, il y a des mecs qui mettent ma photo sur Tinder. Ah oui, ils s'emmerdent. Alors ça, je vais t'expliquer, c'est que le moment où la meuf arrive au rendez-vous... il faut qu'il rentre de gorge. Jean-Luc Lahaye, il drague sur Kinder. Est-ce que vous faites semblant de pleurer des fois avec les filles? Non. Pour les séduire? Je suis tellement amoureux. Non, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme vous, hein, Thierry. Je pleure pas. je pleure pas comme ça sur commande. Ah bah oui. Comme dit Stéphane Guillon. Vous avez un cœur tatoué, non? Non, j'ai pas de cœur tatoué. Non. Mais... Là, j'ai mis veuillez laisser l'endroit dans l'état où vous l'avez trouvé en arrivant. Vous êtes sur la plage, vous croisez une jolie fille. Est-ce que vous rentrez le ventre?
Déjà, il sort la vitre. Il peut pas tout faire non plus. Vous mettez du gel des fois dans vos cheveux, non? Non, que de la cire, cheveux secs, pommade. Cheveux mat, regarde. Comme ça, tu vois, quand tu prends le... Quand tu prends du gel, c'est pas pour le même usage. Est-ce que vous lui reculez la chaise afin qu'elle s'assoie au restaurant? Et puis surtout, je la retire, la chaise. C'est un gros déconneur, il peut pas se toucher. Je peux passer 1 heure comme ça. C'est un gagman, c'est un gagman. Est-ce que vous faites souvent livrer des fleurs après un premier encart? Je le fais avant pour être sûr que ça marche. Ou quand la fille est morte. Il envoie une couronne. Ici la voix. Oui, et Thierry, pas le temps pour une autre question, il est l'heure. Vous êtes attendu à la Nouvelle Ève, à Pigalle. Donc il faut partir maintenant, pas le temps de dire au revoir. Vous partez maintenant, c'est terminé. D'accord, j'y vais, ok. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.